2, à toi. Bienvenue dans ce direct à quelques jours du lancement de la CAN 2025. On est en direct ici des locaux de France 24 sur Facebook, sur Instagram. Je suis accompagné de Romain Wex qui est journaliste web à la rédaction de France 24 et de Cédric Ferreira qui est journaliste télé. Messieurs, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci de participer à ce direct à quelques encablures de cette CAN 2025 qui va commencer donc le 21 décembre. Alors vous êtes tous les deux des habitués de cette compétition, vous l'avez couverte plusieurs fois déjà. 4 fois chacun. 4e sur le terrain, ouais. 4e sur le terrain, parfait. Donc on est vraiment avec les experts ce soir. On va aborder plusieurs sujets, les nouveautés, les caractéristiques de cette compétition. Mais on veut aussi entendre vos questions. Donc vous qui nous suivez sur Facebook, sur Instagram et sur les autres réseaux, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On y répondra dans la mesure du possible. Il y a déjà eu quelques questions par ailleurs en amont de ce direct. Donc c'est notamment sur les dates de la CAN. Est-ce que vous pouvez juste nous écairer sur les dates de cette compétition ? Oui, Cédric. Non, Romain, c'est à toi l'honneur. Bon, le match d'ouverture, c'est dimanche, donc on est à J-6. Et donc 21 décembre, Maroc-Comores. Et ça se terminera le 18 janvier avec la finale à Rabat. Une affiche qu'on espère la plus belle possible. Bah oui, j'espère, ouais. Et on sera bien évidemment tous sur le terrain pour couvrir ça, tous ensemble, nous trois, mais aussi la rédaction de France 24 de manière plus générale. On sera aussi mobilisés ici à France 24 à Paris pour vous faire vivre cet événement. Donc n'hésitez pas à suivre tous nos contenus sur nos réseaux, sur notre antenne et sur notre site. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec une question d'ailleurs d'un abonné, Isaac, qui nous demandait quelle nation est la meilleure. Donc est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon des favoris de cette CAN 2025 ? On peut commencer par le pays hôte, le Maroc. Pour moi, c'est vraiment l'ultra favori. On commence à connaître un peu le CV des Marocains. Depuis cette demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, ils enchaînent les victoires, les grosses performances. Là, ils sont à 16 victoires consécutives. 18. Donc, ils ont battu le record historique de l'Espagne qui a été du début des années 2010. Meilleure équipe africaine au classement FIFA, 12e place. C'est ça. Des joueurs qu'on connaît, Achraf Hakimi, joueur africain de l'année 2025, prix Marc Vienfaux et France 24 RFI, Ounahi, En-Nesyri, Bono dans les buts, enfin, on les connaît. Walid Regragui, il a vraiment le choix du roi, il pourrait faire 2 équipes avec ses joueurs, c'est simple. Et ils seront à domicile. Après, être à domicile, ça peut avoir un double tranchant, parce qu'il y a une pression monstre, et comme le rappellent souvent leurs voisins pour les taquiner, ça fait quand même un bout de temps qu'ils ne sont pas passés les quarts de finale, les Marocains. Ah, il y a le Maroc, mais moi je pense aussi au Sénégal. Avant cette émission, je regardais un peu leur sélection. Sur le papier, c'est extrêmement impressionnant le Sénégal. Il y a la colonne vertébrale qu'on connaît tous maintenant en défense, Kalidou Koulibaly, milieu de terrain, Idrissa Gueye et Sadio Mané. Mais à quasiment tous les postes, ils ont des top joueurs. Là, je pense notamment à Ibrahim Baye du PSG qui est sur une courbe d'ascension depuis le début de la saison. Il a fait ses premiers pas en sélection, il a été sélectionné. Donc il y a ce mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. Le Sénégal qui, sur les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, est toujours allé loin. Toujours. Il y a eu le titre lors de l'avant-dernière édition, mais en Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés au tir au but. Mais contre le vainqueur. Contre le vainqueur, c'est vrai. Donc ça reste comme une équipe solide. Pape Thiaw, le sélectionneur, a plutôt fait des bonnes choses. Donc on parle du Maroc, du Sénégal. Après, il y a les valeurs sûres. Moi, je mettrais la Côte d'Ivoire en troisième, la Côte d'Ivoire, évidemment. Troisième force. Le vainqueur de le champion en titre, on était tous les deux au Maroc avec Cédric. La Côte d'Ivoire à domicile, c'était une épopée. C'était miraculeux ce qu'ils ont fait. Enfin, ils étaient très mal partis. Ça ressemblait pas à grand-chose, l'équipe dans les premiers matchs. Et puis d'un coup, tout s'est mis en place. C'est devenu un collectif à qui il ne pouvait plus rien arriver. Et j'ai envie de dire qu'un an et demi plus tard, en fait, la recette a un peu changé. C'est plus miraculeux ce qu'ils font. Ils sont très très solides. Ils ont des très très bons joueurs. Emer Faye, il s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a renouvelé le groupe. Il y a, sur les champions d'Afrique, il n'y en a plus que 13 dans l'équipe. Ce qui montre qu'il a fait rentrer des jeunes joueurs, des valeurs sûres. Notamment, je pense à Guéladoué, latéral, donc le frère de Désiré, qu'on connaît bien en équipe de France. Et ouais, la Côte d'Ivoire, c'est une machine à gagner aujourd'hui. Sur les éliminatoires du mondial, alors certes, ils avaient des équipes assez faciles en face, mais ils n'ont pas encaissé un but. Donc pour moi, c'est le troisième gros favori de cette CAN. On peut pas ouais. Pardon, non, mais si on regarde aussi les dernières éditions de la CAN, ils ont été aussi très performants. On parle de l'an dernier, mais également des éditions précédentes. Ils ont plutôt performé. Ils ont gagné 2 fois sur les 5 dernières, je crois. Donc c'est quand même très très solide. Ouais, de manière générale, ils ont toujours une sélection assez solide, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, dans les principaux championnats. Donc
Les éléphants, en fonction des CAN, ça varie un petit peu, mais ça passe toujours la phase de groupe. Donc déjà, c'est un signe. Il y a aussi d'autres équipes qu'il faut quand même mentionner. Il y a l'Égypte avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est en crise à Liverpool. Comment il va réagir à la CAN? Ça, c'est la grande question. L'Égypte qui est la sélection la plus couronnée en Coupe d'Afrique des Nations, 7 titres. Donc il y a quelques bons joueurs. Il y a Marmouche aussi qui joue à Manchester City, mais pareil, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc il y a beaucoup de questions, mais on est obligé de les citer. Il y a l'Algérie aussi qui revient en force après 2 CAN catastrophiques suite à leur victoire en 2019. On les attend au tournant aussi, les Algériens. Il y a l'Afrique du Sud évidemment qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui a été 3e dans la dernière CAN, toujours une équipe solide. La RDC aussi, la République démocratique du Congo. Moi je pense qu'on peut dire un gros mot de la RDC. Enfin, je trouve que c'est un peu l'équipe africaine de ces derniers mois. Nous, on avait interrogé Sébastien Desabre il y a 2 ans, à la fin de la CAN 2024, où la RD Congo était un peu la grosse surprise. Ils étaient arrivés 4e, en déjouant tous les pronostics. Ça faisait un moment que la République démocratique du Congo, les Léopards, étaient un peu en perdition en Afrique. Ils avaient même raté la CAN au Cameroun. Et depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment un collectif qui se crée. Alors certes, ils misent beaucoup sur les binationaux, mais il y a une belle équipe. Il y a des anciens comme Chancel Mbemba ou Bakambu qui sont toujours là pour porter le groupe quand il faut. Il y a des stars. Et là, ils sont en pleine confiance parce qu'il y a eu le tournoi de barrage africain en novembre. Ils ont enfin passé leur plafond de verre. On disait, ouais, ils sont très en forme, mais ils n'ont jamais battu de grosses équipes. Et bien là, ça y est, ils ont battu le Cameroun. Alors le Cameroun aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais ils les ont battus. Et ils ont battu le Nigeria, qui est pareil, hein, toujours placé. Je crois que c'est 22 ou 23 15 ou 16 podiums à la CAN, le Nigeria. Justement, j'allais rebondir, peut-être le Nigeria est aussi une équipe à suivre dans cette CAN parce que bon, ils ont été éliminés en finale l'an dernier. Finaliste de la dernière édition. Finaliste, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Donc ils ont changé de sélectionneur ces derniers mois avec l'arrivée d'Eric Schell. Ouais, ils ont une superstar, c'est Victor Osimhen, qui est un des meilleurs attaquants du monde. Il y a quand même une stabilité, même si, comme on le disait avec Romain tout à l'heure, c'est un peu en dents de scie des fois le Nigeria. Ils ont quand même raté la qualification pour la Coupe du Monde. Lorsqu'il y avait moins d'équipes africaines en Coupe du Monde, ils se qualifiaient tout le temps. Là, le tableau s'est plus ouvert et ils ont raté leur marche. Donc, le Nigeria, je les mettrais plutôt en outsider parce qu'ils ont quand même un effectif intéressant. Mais reste à savoir s'ils vont se relever quand même de l'énorme déception d'avoir été éliminés en barrage. Ouais, voilà. Moi, je ne veux pas les enterrer parce qu'en Côte d'Ivoire, j'avais annoncé à la télé nigériane que je ne les voyais pas aller très loin et finalement, ils étaient en finale. Donc, certes. Bon, personne ne les voyait aller très loin. Donc là, certes, ils m'ont fait très peur face à la RD Congo, justement, tournoi de barrage où Osimhen est sorti à mi-temps, ils se sont effondrés derrière. Il n'y avait plus de Nigeria. La RD Congo faisait ce qu'il voulait, mais c'est le Nigeria, donc on ne les enterre pas. Oui, la CAN, c'est justement le lieu des surprises aussi. On n'est pas à l'abri d'une équipe qui surperforme. Un petit mot peut-être sur les sélectionneurs. Il y a beaucoup de sélectionneurs cette année. Alors, c'est une tendance un peu qui se voit sur les dernières CAN, de sélectionneurs africains ou du moins binationaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ça, justement, sur cette tendance qui s'observe là depuis plusieurs années ? C'est un vieux débat à la CAN, en fait. On oppose schématiquement les sorciers blancs aux entraîneurs locaux. Finalement, quand on regarde le palmarès, les 2 catégories les ont gagnés autant. Mais c'est vrai que ces dernières années, si on prend les 3 derniers sélectionneurs gagnants, en fait, il y a une tendance très très forte. C'est que c'est un peu le meilleur des 2 mondes qui gagne. C'est à chaque fois des binationaux, donc Jamel Belmadi, franco-algérien, Aliou Cissé, franco-sénégalais, Emer Faé, franco-ivoirien. Et en fait, c'est aussi des gens qui sont devenus entraîneurs, mais avec un très très gros vécu avec la sélection avant, 20 ans auparavant. Donc certes, ils ont connu le football européen, le très haut niveau européen. Ils ont souvent grandi en Europe, mais ils savent ce que c'est que mouiller le maillot pour la sélection. Et ils ont apporté des choses. En fait, ils ont des ambitions. Ils n'ont plus peur de rien, en fait. Ils n'ont plus de plafond de verre. Ils veulent juste gagner et apporter, se dire qu'en Afrique, le plus haut niveau est possible aussi. C'est clairement un vent de fraîcheur qui est bienvenu, je pense, pour tous les amoureux du football, de voir des joueurs qui connaissent très bien le football local, donc qui savent très bien repérer les joueurs ou les futures promesses qui évoluent dans les championnats locaux, et connaissent aussi le football européen, où ils ont un gros CV en tant que joueurs, donc il y a déjà de la crédibilité, et c'est important aussi pour faire venir des joueurs en sélection, car des fois c'est assez compliqué d'un point de vue logistique pour beaucoup de sélections. Donc quand vous avez un sélectionneur que vous respectez, qui a un gros CV et tout, ça donne aussi envie de venir jouer. Après, il y a aussi d'autres raisons, il y a comme des critères économiques, c'est que les entraîneurs européens coûtent très très cher sur le marché aussi aujourd'hui.
Mais c'est compensé avec le fait qu'aujourd'hui, désormais aussi, il y a des entraîneurs, comme on le disait, qui ont un peu le meilleur des deux mondes, gros CV en tant que joueur et grosse culture locale. Et c'est ce qui permet à des sélections aujourd'hui non pas de s'imposer sur le continent africain, mais de s'imposer sur la scène internationale. Quand on a vu le Sénégal récemment en Coupe du Monde, ou même l'Algérie dans les éditions précédentes, le Maroc qui fait demi-finale avec Walid Regragui. C'est pas uniquement dû aux joueurs à disposition du sélectionneur, mais il y a tout un travail de fond, il y a une professionnalisation qui s'est observée. Et je pense qu'on l'a vu sur les dernières CAN, c'est une courbe croissante qui va continuer dans les prochaines années. Je pense qu'il y a un indicateur qui ne trompe pas là-dessus sur le fait que ces équipes, ces sélections africaines sont de plus en plus intéressantes, c'est les binationaux en fait. Il y a beaucoup de binationaux. Avant, ils attendaient dans l'espoir de jouer pour la sélection européenne qu'ils auraient pu représenter. Et maintenant, de plus en plus jeunes, ils font le choix de jouer pour le Maroc, de jouer pour le Sénégal, de jouer pour le Mali, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir disputer des Coupes du Monde, ils vont pouvoir jouer le titre en Coupe d'Afrique. Et ça, à mon avis, ça ne trompe pas. Ça prouve que le travail de fond qui a été effectué par cette nouvelle génération d'entraîneurs, il paye. Et on a hâte de le voir payer justement. Donc, on veut des spectacles et des buts. On veut des spectacles et des buts. Et vous en volez également derrière vos écrans. Je rappelle que nous sommes en direct depuis les locaux de France 24. Je suis avec Cédric Ferreira, qui est journaliste télé à France 24, et Romain Wex, journaliste web. C'est l'occasion pour moi de rappeler que vous pouvez poser vos questions en commentaire à tout moment. On essaiera d'y répondre pendant ce direct. Et justement, je prends une question de Adama et je reviens un petit peu dans le temps par rapport à ce qu'on disait juste auparavant. Il demande, Adama, en quelle année le Maroc a remporté la CAN et contre quelle équipe? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur? Elle nous fait un petit quiz, Adama. Un petit quiz, Adama, voilà. Alors, direct, Adama, on va tester il essaye de nous piéger. T'es préparé? Je suis au taquet. Vas-y. Alors, donc ça fait faire 50 ans que le Maroc n'a plus gagné la CAN. C'était en 1976. Je ne sais plus quel pays hôte cette année-là. Et je sais qu'il y a un petit piège parce que ce n'était pas face à une équipe, mais dans une poule finale. Donc ils n'ont pas vraiment gagné une finale, mais une poule finale. Donc pareil, c'est un peu un sujet de moquerie des fois. La seule CAN que vous avez gagnée, elle était un peu frelatée. Mais ça fait faire 50 ans, mais je pense que Walid Regragui, il en a marre de cette malédiction des 50 ans, et cette année, il veut la gagner. Une moquerie qui a coûté cher à Nicolas Pepe, l'Ivoirien, qui n'a pas été retenu pour cette Coupe d'Afrique des Nations, malgré son statut de star, en partie parce qu'il s'était un peu moqué des Marocains et de cette victoire qui paraissait un peu lointaine. Donc on prend les choses très au sérieux de ce point de vue du côté du Maroc, donc ça rajoute aussi peut-être un peu de pression. Absolument. Et il y a beaucoup de nouveautés dans cette CAN, beaucoup de particularités qui émergent. On va regarder une petite vidéo qu'on a concoctée au service des réseaux sociaux. Après, on reviendra avec vous, messieurs. Une petite vidéo qui vous parle justement des nouveautés. C'est Benoît Perrochet, notre journaliste sportif à la rédaction, qui vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour cette CAN 2025. On la regarde. Sans révolutionner le déroulé de la compétition, cette première CAN organisée par le Maroc depuis 1988 intègre quelques innovations. On vous raconte. Première chose, la compétition va se dérouler à cheval sur 2 années civiles. Ça ne s'était jamais produit lors des 34 dernières éditions. Pas de match en revanche le 25 décembre et le jour de l'an. Une nouveauté là aussi dans la planification des rencontres. Alors que le Maroc co-organisera le mondial en 2030, chaque sélection disposera d'un camp de base fixe pendant tout le tournoi, hôtel et terrain d'entraînement, comme en Coupe du Monde, innovation logistique majeure. Autre nouveauté, les équipes d'un même groupe changeront de stade à chaque match pour mieux répartir les affiches sur tous les sites marocains. Au total, 9 stades accueilleront des matchs, dont 4 pour la seule ville de Rabat, bien plus que les 4 à 6 stades habituellement utilisés lors des CAN précédentes. Les demi-finales sont programmées pour la première fois le même jour, ce sera le 14 janvier 2026, ce qui garantit le même temps de récupération pour les 2 finalistes et une équité préservée. Enfin, un nouvel outil pour les supporters, l'application Yalla, objectif encadrer les accès au stade et simplifier les démarches des visiteurs étrangers. Une application qui combine à la fois une Fan ID et le e-Visa pour se rendre au Maroc. Alors, est-ce qu'elles vous plaisent ces nouveautés ? 3, 2, 1. Et voilà pour cette vidéo incarnée par Benoît Perrochet, donc journaliste sportif à la rédaction de France 24. Elle a été montée par Fanny Andriamiage, qui est notre monteur au service des réseaux sociaux.
Alors, on va revenir, Romain et Cédric, sur les équipes de la CAN. On a beaucoup parlé donc, des favoris et de celles dont il faut se méfier. Il y a un abonné, William, qui nous demande quelles équipes sont vos favoris à vous? Moi, cette année, pour la première fois, j'ai écarté le Mali de ma liste des favoris outsiders et les équipes à surveiller. Et pourtant, je crois beaucoup à leur victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, j'espère leur porter bonheur comme ça. Parce qu'à chaque fois, je dis que le Mali, ça va être la grosse surprise. Et à chaque fois, ils sortent en quart. Donc, cette année, je ne les mets pas. Et comme ça, je serais content de me tromper. Mais parce que le Mali, c'est une belle équipe, c'est un beau collectif, un beau milieu de terrain. Un fond de jeu formé à l'Académie Guillou, sur lequel on avait fait un reportage il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Et oui, ils ont un plat de fond de verre, oui, ils n'ont jamais gagné la CAN, mais ils ont un nouvel entraîneur, Tom Saint-Fit, qu'on connaît bien pour tout ce qu'il a fait pour la Gambie récemment. C'est un sacré personnage et je pense que ça peut être l'homme de la situation pour le Mali pour les emmener plus loin. Que le Mali, ok. Donc juste le Mali, tu veux pas les supporter parce que ça va Je les ai pas mis dans mon article pour pas leur porter malheur. Ok. Après, j'ai une autre équipe que j'aime beaucoup, c'est le Gabon. Alors, certes, Qui reviennent à la CAN. c'est ça. Et Ils nous avaient manqué. Il y avait ça. beaucoup de bons joueurs. c'est l'ARD Congo qui a gagné le tournoi de barrage, mais pour moi, le Gabon, c'était pareil. C'était une des équipes frissons de la fin des éliminatoires du mondial. Très bonne équipe, sous leur nouvel entraîneur, j'ai plus son nom en tête. Son prénom, c'est Thierry, mais voilà. Et sous ses leaders, Bruno Ekwelemanga, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une belle équipe qui joue bien. Il y a de la grinta, il y a un collectif. On a l'impression que c'est une équipe qui a, par le passé, beaucoup connu de problèmes extrasportifs. Et on a l'impression que tout ça, c'est derrière eux. Moi, j'ai envie de les voir aller loin. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais j'ai envie de les voir aller loin. Bon, moi, je retire le Maroc et le Sénégal, qu'on a déjà dit, ultra favoris. Les équipes qui peuvent créer la surprise. Bon, l'Afrique du Sud aussi, ils sont favoris. Je ne vais pas trop en parler, mais pour moi, je les considère comme favoris. 3e de la dernière CAN. C'est une équipe qui se connaît bien depuis longtemps. C'est un effectif stable, avec le même sélectionneur. La plupart des joueurs jouent ensemble dans le championnat sud-africain, soit pour les Mamelodi Sundowns, soit pour les Orlando Pirates. Donc, c'est une équipe qui reste solide. Celle qui peut revenir sur le devant de la scène, pour moi, c'est la Tunisie. On n'en parle pas beaucoup des Tunisiens. C'est une équipe qui a fait beaucoup de choses en Coupe d'Afrique des Nations du point de vue de palmarès. Les dernières éditions, à chaque fois, la Tunisie, on les voyait comme potentiel outsider et à chaque fois, c'était une catastrophe. Il faut quand même souligner qu'ils se sont qualifiés en encaissant 0 but. Comme le disent beaucoup de spécialistes du football, c'est souvent la meilleure défense qui gagne les grands tournois. Donc on sait déjà que la Tunisie est une équipe difficile à jouer. Est-ce qu'ils seront capables de sortir de jeunes joueurs pour faire la différence? On verra. J'ai quand même envie de mettre une pièce sur la Tunisie. Et pour les petites nations, celle qui peut créer la surprise, moi je vois les Comores. Les Comores qui participent pour la 2e fois de leur histoire à la CAN, qui reviennent donc, qui n'ont pas été très loin de se qualifier au moins pour les barrages de la Coupe du Monde. Ils sont emmenés par un sélectionneur, Stefano Cousine, qui a une grosse expérience en Afrique et même dans le monde. C'est un globetrotter. Il a réussi à intéresser des joueurs qui jouent en Europe à venir jouer en sélection comorienne. Alors dans le premier groupe, bien sûr, c'est le Maroc favori, du groupe A, puisqu'ils sont dans le groupe du Maroc, les Comores. Mais ils peuvent très bien sortir en tant que meilleur 3e. Et en concours de circonstances, tu passes les 8e de finale au tir au but et tu te retrouves déjà en quart. Donc ouais, Tunisie et Comores pour moi. Et justement, meilleur 3e, ça permet de rebondir sur une autre question de Adama. Quels sont les critères concernant les meilleurs 3e? Comment ça marche alors sur le repêchage? On sait que c'est une donnée très importante à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens s'en souviennent, puisque c'est grâce à ça qu'ils ont pu être repêchés, puis aller en finale. Alors c'est simple, c'est le nombre de points inscrits dans le groupe. Ensuite, c'est le goal average. Il y a un classement virtuel en fait entre tous les 3e de groupe. Donc, on prend les 4 premiers, ceux qui ont le plus de points. C'est ça, donc nombre de points, goal average, nombre de buts inscrits et classement du fair play. Et voilà, et ça donne les 4 meilleurs sans repêcher. Donc en général, historiquement, si tu n'as pas au moins 3 points, tu passes pas. Ouais. Voilà. Il faut au minimum 3 points. Une victoire, pas avoir pris de valise dans les autres matchs, et ça peut passer. Correct, et tu peux t'en sortir, même avec 2 défaites. Ou 3 matchs nuls. Ça arrive aussi, 3 matchs nuls, différence de but de 0. Tu peux être repêché. Ça peut créer de bonnes surprises. Ça fait passer des équipes qui ont été en difficulté et qui, comme je le disais, passent les 8e de finale un peu par un concours de circonstances et se retrouvent déjà en quart. Et là, c'est autre chose, c'est un nouveau tournoi. Alors, on parlait des meilleurs 3e. Je me permets de revenir un petit peu sur un des grands favoris, vous l'avez mentionné déjà tous les deux, de cette compétition, le Maroc, parce que c'est le pays hôte. Il y a une question de Baba Soura qui demande si le Maroc est prêt pour une CAN irréprochable. Alors,
Vaste sujet. Je ne sais pas si Cédric ou Romain, qui veut répondre en premier à ça. Peut-être mais- laisser la parole à Cédric qui a bah, pu aller voir le stade. En tout cas, le Maroc fait tout pour, hein, car la Coupe d'Afrique des Nations, il faut le rappeler, est un rendez-vous important pour le Maroc, mais ça sert aussi de test, parce que le pays va accueillir la Coupe du Monde 2030 en co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. Donc oui, le Maroc a des installations exceptionnelles. Le pays, en tout cas, a mis les moyens. Faut quand même souligner que juste à Rabat, il y a déjà 4 stades, des stades flambant neufs, dont le stade Moulay Abdellah, que j'ai pu apercevoir puisque j'étais lors du match d'inauguration présent face au Niger. Et c'est un stade absolument exceptionnel qui répond aux meilleurs standards internationaux, vraiment très impressionnant. Au terme des infrastructures aussi, le pays était déjà bien doté, mais il y a tout ce qu'il faut. Il faut quand même souligner que le championnat marocain, déjà de base, est l'un des meilleurs championnats africains, donc il y avait déjà les stades. Il y a comme une ligne de train qui relie Rabat à Casablanca. Enfin, le Maroc a les moyens, a mis les moyens et devrait organiser une CAN irréprochable. Alors après, il faut quand même souligner qu'il y a déjà quelques polémiques, notamment en ce qui concerne les chiens errants, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui se sont penchées sur ce sujet. Le pays a même mis beaucoup de moyens pour créer des refuges, etc., puisque c'est devenu un problème sanitaire, les chiens errants, qui parfois mordaient les touristes. Mais bon, toute cette problématique a été anticipée. Normalement, le Maroc est même déjà prêt pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dès demain. J'espère qu'il n'y aura pas de morsure de touristes, en tout cas. Ah bah, on espère aussi que ça se passe dans des bonnes conditions pour tout le monde, les supporters, les joueurs, les équipes, les organisateurs. Romain, peut-être un avis sur la question sur, Non, mais comme l'a dit Cédric, pour le Maroc, cette compétition, c'est vraiment la rampe de lancement pour le Mondial 2030. Et c'était, il me semble, dans la vidéo promo à l'époque, il l'organise en mode Coupe du Monde. Donc il y a plus de stades que d'habitude. D'habitude, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est 6 stades. Là, il y en a 9. C'est sur civil. Oui, civil. Chaque équipe aura un camp de base pour la première fois. Vous l'avez vu dans la vidéo de Benoît Perrochet. Plein de petits détails comme ça qui montrent que le Maroc, oui, ils veulent montrer qu'ils sont les organisateurs de compétition en Afrique à partir de maintenant. Bon, vous l'avez mentionné tous les deux, vous me faites désormais toutes mes transitions ce soir, mais il y a le fameux stade, donc Moulay Abdellah, qui a été reconstruit, notamment pour cette CAN et en vue du mondial ensuite en 2030. On a notre journaliste Héloïse Mélan, envoyée spéciale au Maroc, qui est partie visiter ce stade et qui nous fait un petit compte rendu. On vous laisse regarder son reportage. Je me trouve au stade Moulay Abdellah de Rabat, qui est un des 9 stades qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu ici au Maroc entre décembre et janvier. C'est un complexe sportif flambant neuf. Il avait été construit dans les années 80, puis totalement rasé en 2023 pour être reconstruit aux normes internationales. C'est désormais l'un des plus modernes d'Afrique. Il permet d'accueillir plus de 68 000 spectateurs. Les tribunes ont été modernisées, les loges VIP aussi, mais la grande innovation, c'est un système de LED pour entretenir la pelouse qui permet un équilibre entre lumière et chaleur pour permettre d'avoir des conditions idéales lors des rencontres sportives. C'est ici qu'aura lieu le match d'ouverture de la CAN qui opposera le Maroc aux Comores le 21 décembre, mais également la finale de cette compétition très attendue. Et voilà donc pour ce reportage d'Héloïse Mélan qui était partie sur place au Maroc pour nous faire visiter ce stade. Elle sera avec nous sur place également pendant toute la durée de la compétition. Donc n'hésitez pas à suivre ses contenus et les nôtres sur, je le rappelle, tous les réseaux de France 24 et également sur l'antenne et le site web de notre chaîne. Romain, Cédric, une question de but en blanc comme ça au retour du reportage de Francis, qui demande si on voit une CAN évoluer vers 32 équipes pour rendre la disposition plus équilibrée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai du mal à voir 32 équipes à la CAN. Ce serait plus de la moitié des équipes du continent. Actuellement, je crois qu'il y a 48 ou 49 sélections. On est à 24 là, hein, je crois. Oui, sur oui, cette, mais je veux sur dire, cette, au total, avec oui. les éliminatoires, ça ferait beaucoup. Il faut réussir à l'organiser. Alors, à part avec une co-organisation, une CAN à 32 équipes, aujourd'hui, je vais avec le Maroc en fait, pour l'organiser. Donc, ça pose un problème en termes d'organisation. Je trouve que le format est pas mal. Là. Ça laisse sa chance aux petites équipes de se qualifier. Leur système de repêchage des meilleurs troisièmes, on en pense ce qu'on veut, mais ça a créé des petites surprises à chaque édition. Ouais, j'ai du mal à aller vers 32 équipes. Autant aller directement à 48, quoi. Plus d'éliminatoires. Allez, tout le monde qualifié pour la Et CAN, voilà. c'est ça ? C'est ça. C'est une grande compétition. Innovons. globale. Non, ouais, aller sur 32 équipes, franchement, moi je reste bloqué un peu sur l'aspect sportif.
Plus tu intègres des équipes, et souvent les équipes qui seront désormais intégrées, ce seraient des équipes moins qualitatives, donc tu vas nuire au jeu. Déjà, moi je suis un petit peu dur avec la première phase de la CAN, la phase de groupe. Il y a quand même beaucoup de matchs que personnellement je trouve ennuyeux, parce que des fois il y a des différences tellement énormes entre les sélections que le schéma de jeu c'est toujours la même chose, c'est-à-dire l'équipe qui est favorite va essayer d'attaquer face à une équipe qui veut à tout prix, qui n'a pas les moyens de rivaliser, donc va se mettre en défense, et on assiste parfois à des matchs assez soporifiques. Donc si tu intègres des équipes encore plus faibles, ça sera le même genre de scénario. Alors oui, il y aura peut-être des belles histoires, des sélections qui vont participer pour la première fois à la CAN, etc. Peut-être qu'on découvrira aussi des joueurs, mais de manière générale, si tu nuis au niveau de l'ensemble de la compétition, ça peut nuire à l'intérêt et au final brader un peu le produit. Là, je parle en termes commerciaux, mais c'est un peu ça. Il faut quand même que ça réunisse les meilleurs joueurs et les meilleures équipes pour intéresser un maximum le public. Et justement, on a une autre question sur le niveau de la CAN par rapport aux autres compétitions internationales comme l'Euro, la Copa América. Qu'est-ce que vous pensez tu disais qu'avoir trop d'équipes, peut-être ça nuit au niveau de jeu en fait, globalement. Là, actuellement, dans sa configuration actuelle, comment vous évaluez le niveau de cette CAN J'entends la critique de Cédric. Je trouve qu'on a moins eu ce scénario-là en Côte d'Ivoire. C'était mieux. Vraiment, la plupart des matchs étaient vraiment passionnants. Enfin, même des affiches telles que Mauritanie-Angola, on se retrouvait avec des 3-3. Enfin, on s'est pas du tout ennuyé. C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs, RD Congo-Maroc, où c'était un peu le Maroc tente de se montrer en tant que favori, la RD Congo qui fait le dos rond et qui résiste envers et contre tout. Mais j'ai l'impression que le niveau s'est quand même un peu égalisé en Afrique. Après, il y a un autre truc qui joue beaucoup, moi je me souviens de la CAN 2019, c'est la première que j'ai couverte. En juin, jouer en Afrique, c'est compliqué. La chaleur fait que le niveau de jeu, il était complètement à la ramasse. C'était un peu pareil pour les matchs de l'après-midi au Cameroun. Toi, tu as fait les matchs à Limbé et tout. Ça se finissait en 0-0. Voilà, 0-0. Il n'y avait pas beaucoup de buts, parce que la chaleur était un facteur super important. Donc là, c'était moins le cas en Côte d'Ivoire. Et là, au Maroc, on est en hiver. Ce sera moins le cas. Donc, pas de problème de météo, pas de problème de température. Mais globalement, la tendance, c'était la densification du niveau. Là, il y a quand même un petit truc qui me fait peur pour le Maroc. J'ai peur qu'on ait moins de spectacles qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que cette décision de la FIFA de ne pas libérer les joueurs avant le 15 décembre, à la base, ils devaient être libérés le 8 décembre. Et là, en gros, on a empêché les sélectionneurs de faire une vraie prépa physique, tactique, sur une dizaine de jours pour préparer les joueurs, pour préparer leur équipe. Donc là, ils vont arriver, ils vont être tout de suite dans le bain et j'ai peur que ça nuit au niveau et à la qualité du spectacle. Moi, ça ne m'inquiète pas. Les joueurs sont sur la lancée de leur club. Tu as plein de joueurs qui sont en pic de forme. Oui, la cohésion collective des sélections peut-être va un peu tâtonner sur les premiers matchs, mais je suis plus attentif à la forme des joueurs de manière générale. Et là-dessus, comme ça, il n'y a pas de trou. Ils enchaînent directement après les championnats européens, tu vois. Ouais, mais pour moi, la forme aussi est un peu inquiétante parce que là, ils sortent d'une saison à rallonge avec le mondial des clubs et tout pour les top joueurs. Oui, pour les top joueurs. Je pense à Hakimi qui a été blessé, donc il va arriver un peu plus frais, mais qui a eu 15 jours de vacances cet été avant de réenchaîner. Alors certes, ils sont des professionnels, ils sont censés avoir une hygiène de vie qui va pour tenir ce rythme. Pour les stars, ça va peut-être être compliqué, mais pour les autres joueurs qui ont fait moins de compétition, on verra. Après, sur le niveau global de la CAN, moi je trouve que édition après édition, il augmente. Totalement. Il y a toujours de plus en plus de joueurs africains dans les top clubs européens. Aujourd'hui, tu faisais la comparaison avec l'Euro, la Copa América. On a le sommet, c'est la Coupe du Monde. Ensuite, c'est l'Euro. Et clairement, pour moi, la CAN est passée devant la Copa América, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-20 ans. En Amérique du Sud, tu avais beaucoup plus d'équipes compétitives. Si on devait comparer les deux équipes, en Amérique du Sud, tu as le Brésil, l'Argentine. Aujourd'hui, on peut dire encore la Colombie, et après tu as un petit trou quand même en Afrique. Tu as quand même le Maroc, le Sénégal, tu as l'Afrique du Sud, tu as l'Algérie ces dernières années qui faisait tout le temps la Coupe du Monde aussi. Le niveau, comme tu le disais, c'est vachement tiré vers le haut, vers les top sélections. Et en bas, tu as plus de joueurs qui jouent en Europe, donc le niveau se resserre. On voit, d'ailleurs la preuve, on voit beaucoup de matchs spectaculaires, mais on voit rarement maintenant en Coupe d'Afrique des Nations des gros scores, 5, 6-0 entre les grandes nations et les petites nations. Bon, il y a eu l'exception Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale en phase de groupe, mais c'était un match à contexte particulier. Mais de manière générale, le niveau est plutôt tiré vers le haut. Donc c'est une bonne nouvelle pour le football africain, pour tous ceux qui suivent la Coupe d'Afrique des Nations. Et même
si on voit plus loin pour la Coupe du Monde, hein, ça va faire encore plus de choc en perspective entre les équipes européennes et les équipes africaines. Moi, j'ai trouvé très logique d'augmenter à 9 équipes le Ouais, quota bien africain et j'ai C'était très une hâte de les injustice. voir évoluer face au cadre mondial. Hein. Franchement, le France-Sénégal va être incroyable. Bien sûr, L'Argentine-Algérie. Non, c'est vrai que ça va c'était, être des beaux matchs dès la phase de groupe. Avant, c'était un peu frustrant d'en avoir que 5. Quoi. J'aimerais revenir un peu là sur le match d'ouverture, parce que c'est bientôt, c'est le 21 décembre, donc ça approche à grands pas. Maroc-Comores, ton petit chouchou peut-être, Cédric, du coup, enfin ton équipe chouchoute, on va dire, peut-être sur cette CAN. T'as interrogé le sélectionneur. Tout à fait. Stéphane Il était de Cousine. passage à Paris, j'ai eu la chance de le rencontrer avant ce match. Alors, évidemment, hein, le Maroc part largement favori. Les Comores savent très bien quel est leur niveau réel de jeu, mais ils vont quand même essayer de créer la surprise pour ce match d'ouverture. S'ils arrivent à prendre un match nul, c'est déjà un miracle. Hein. Bon, je suis un peu dur en disant miracle, mais c'est une excellente performance, hein, parce qu'il y aura comme une énorme pression sur les Marocains. En tout cas, le sélectionneur, il est confiant. Il est confiant dans sa faculté de créer une surprise. Voilà, c'est ça. Alors, on va peut-être passer un extrait avant vas-y. On a un petit extrait à vous montrer justement de cette interview que Cédric a menée avec Stéphane Cousine. Non, ça fait pas peur, au contraire. Non, ça donne du courage, ça donne envie ça fait plaisir, ça donne envie de jouer ce genre de match parce que c'est extraordinaire. On a eu la chance de faire ce match-là. Je pense que c'est un honneur pour le pays tout entier, pour les joueurs, pour le staff, pour tous ceux qui ont contribué. Voilà donc pour ce morceau d'interview de Stéphane Cousine qui a été mené par Cédric Ferrard. Alors je te laisse peut-être en dire deux mots. Il a pas peur. Non, ouais, il n'a pas peur de disputer un match d'ouverture, car comme il disait, c'est quand même un honneur pour les Comores, petite nation du football africain, deuxième CAN. Là, ils vont ouvrir la compétition face aux pays hôtes et grands favoris. Maintenant, évidemment qu'ils savent, les Comoriens, qu'ils ne partent pas du tout favoris de cette rencontre. Et c'est pour ça que la pression va être sur le Maroc. Le Maroc, s'il ne gagne pas ce match, ce n'est pas une catastrophe, mais pas loin quand même. C'est quand même une des plus petites nations du groupe. Donc, il est confiant dans le fait qu'il sait ce que devront faire ses joueurs pour créer la surprise, c'est ça. Et notamment jouer avec la pression qui pèse sur les Marocains. Maintenant, le score logique, c'est 3-0 pour le Maroc. Autant dire les choses clairement. Un petit mot peut-être sur les autres matchs, les grandes affiches qui sont à attendre de cette compétition. Donc là, Maroc-Comores, c'est le match d'ouverture, mais il y a quand même des grosses rencontres qu'il va falloir suivre. Est-ce que vous en avez, vous, qui vous... C'est assez simple, hein. Du 26 au 28 décembre, on va se régaler. Boxing Day pendant 3 jours, Boxing Day à l'africaine. Mieux que la Première Ligue. Franchement, c'est la journée où toutes les têtes d'affiche vont s'affronter. Donc, l'Algérie va affronter le Burkina Faso, qui avait contribué à son élimination il y a 2 ans. Il va y avoir Maroc-Mali, donc mon ultra favori contre mes petits chouchous. Le choc du groupe A. Égypte, Afrique du Sud, on est en choc du groupe B. Le Nigeria contre la Tunisie. La RD Congo contre le Sénégal. Une revanche des éliminatoires de la Coupe du Monde, où le Sénégal a fait une remontada à Kinshasa. Donc la RD Congo va vouloir laver l'affront. Et puis bien sûr, dans le groupe F, c'est beau jeu à toutes les journées, puisque c'est le groupe de la mort. Donc Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, successivement, ça va être très, très sympa à regarder. Ouais, tu as fait le tour d'horizon, bravo Romain. Tu connais le calendrier de la CAN. Je connais très bien le calendrier de la CAN parce que tu as contribué à le rédiger, notamment pour le site de France 24. Sur France24.com, rendez-vous sur France24.com. Cédric vient de vous le dire. Voilà, n'hésitez pas à retrouver le calendrier complet sur France24.com. Tous les contenus en général d'ailleurs sont sur le site. À l'antenne évidemment, sur nos réseaux sociaux. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en commentaire sur cette vidéo. Sur Instagram, sur Facebook, on est en direct, donc on est là pour ça. Cédric Ferreira, journaliste télé, Romain Wex, journaliste web, sont là pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Et justement, les gens en ont, j'en ai une autre à vous soumettre, assez précise. Que pensez-vous, donc c'est Francis qui demande, que pensez-vous du nouveau sélectionneur du Cameroun ? Merci Francis pour ton soutien et pour toutes tes questions. Francis pose beaucoup de questions, c'est vrai. C'est une grande question, puisque effectivement, moi ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est pas forcément les compétences du nouveau sélectionneur, c'est plutôt les conflits au sein de la fédération, avec le ministère des Sports, avec Samuel Eto'o. C'est vrai que sur les résultats sportifs, le Cameroun, lors de la dernière édition, était plutôt décevant. Qu'est-ce que je pense du nouveau sélectionneur ? Je pense surtout que ça va être compliqué, avec ce contexte extra-sportif, de rester concentré sur l'aspect sportif.
Donc le premier match, je pense, nous donnera tout de suite des réponses. Hein. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que chaque sélectionneur avait donné une liste totalement différente. Donc dans quel état d'esprit sont les joueurs et tous, l'arrivée de ce nouveau sélectionneur pose beaucoup de questions en tout cas. Et pas beaucoup de réponses. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur David Pagou? C'est un pur produit du football camerounais. J'avoue que je n'ai jamais vu une de ses équipes évoluer. Après, c'est pas un inconnu non plus. Il était dans le staff imposé par Samuel Eto'o et la fédération camerounaise. Il était dans l'ancien staff. Clairement, c'est le choix de Samuel Eto'o, de la fédération camerounaise, de reprendre la main sur la sélection après une guéguerre contre le ministère des Sports. Il a pris des décisions très très fortes. Trop forte, on verra à la CAN, mais quand on écarte des cadres comme Vincent Aboubakar, un des meilleurs buteurs de l'histoire du Cameroun, André Onana, qui est quand même un ou le meilleur gardien africain aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas retenus, c'est qu'on a un projet derrière. Est-ce que ça va payer? Alors, c'est le Cameroun. Il ne faut jamais les enterrer, le continent. Les lions indomptables. Les lions indomptables. On se souvient, donc en 2017, tout le monde les enterrait. Ils sont arrivés, des cadres avaient refusé la sélection. C'était une équipe de petits jeunes qui n'allaient rien faire, titrés face à l'Égypte. Donc voilà, jamais enterrer les lions. Oui, il faut toujours se méfier du lion blessé. Donc on verra avec le Cameroun, mais je ne suis pas très confiant personnellement. Ok, bon, on reste alors en suspens, on va voir un peu ce qui se passe. En tout cas, on suivra tout ça évidemment avec avidité. On s'est amusé à la rédaction, et notamment Romain, particulièrement à faire une petite sélection. Surtout Romain, qui s'amuse beaucoup. Ah, comme ça, c'est moi qui me fais pourrir si j'ai oublié des joueurs. Voilà. Exactement, tu as pris toutes les responsabilités. Exactement, une petite équipe des joueurs absents de la compétition. Donc vous le voyez normalement en dessous de cette vidéo, vous avez un petit 11 des absents. Est-ce que Romain, tu veux nous en dire un mot éventuellement? Non, mais c'est un peu le rêve un peu de tout amateur de football, de jouer à Football Manager avec ses équipes. Et là, il y avait de la matière, clairement, sur cette édition, entre le Ghana, un géant d'Afrique qui ne va pas participer, le Cap-Vert, mondialiste, donc qui a quand même fait de très belles choses ces derniers mois, qui n'est pas là, la Guinée, qui est pareil, une équipe quand même régulièrement là, qui n'a jamais atteint le haut de la compétition, mais qui est régulièrement là. Donc voilà, c'était l'occasion de monter une petite équipe. Et puis le Cameroun, on vient d'en parler, donc a écarté quelques... Et on se rend compte que le potentiel offensif du continent est quand même assez hallucinant, parce que j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver une défense à cette équipe qui soit cohérente. J'aurais pu jouer avec un gardien et 10 attaquants qui évoluent au plus haut niveau en Europe. Alors de mémoire, j'ai mis Troustekong en défense centrale, donc le capitaine du Nigeria qui vient de prendre sa retraite à quelques semaines de la CAN. Il est accompagné de... Je me souviens qu'en attaque, tu as mis Simon Adingra, oui, la Côte d'Ivoire, qui Adingra, le grand absent, qui était quand même le meilleur jeune de la dernière CAN. Et qui était le meilleur joueur de la CAN. Donc les deux meilleurs joueurs de la CAN de la CAN précédente ne sont pas là. Ils sont pas là. Yohan Wissa, qui est un peu le grand absent côté RD Congo, il vient juste de reprendre la compétition. Donc Sébastien De Sabre a fait ce choix un peu fort de l'écarter, mais apparemment il reviendra pour le barrage un tour Air Continental en mars. Et en attaque, il y a aussi Serhou Guirassy. Star absolument en Europe, à Dortmund, qui marque des buts en Ligue des Champions et qui malheureusement ne participera pas à la CAN. C'est pas sa faute, parce que lui, là, il a terminé meilleur buteur des éliminatoires, et la Guinée a quand même réussi à se faire éliminer par la Tanzanie. Voilà, il y en a plein. Il y a le Camerounais Franck Zambo-Anguissa, lui, qui a raté sur blessure. Il y a Mohamed Koudous, qui est quand même un des plus grands milieux de Première Ligue. Bref, vous pourrez vous amuser à lire l'article. Et sur le banc, il reste des Gouiri. Et mettez des commentaires aussi pour critiquer les choix de Romain, surtout. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il a la critique. Il prend la critique facilement. Non, évidemment, mais en tout cas, oui, retrouvez cet article sur le site de France 24. N'hésitez pas. Il est aussi disponible via nos réseaux sociaux. Puisque je parle des réseaux sociaux, c'est une question, alors je ne sais pas si vous serez à même d'y répondre, je vous la pose parce que vous étiez sur place déjà, vous l'avez dit, c'est votre 4e édition, vous étiez là l'an dernier. Il y a un vrai engouement pour la CAN sur les réseaux sociaux. Et il y a Keita Gomez qui nous demande, actuellement on ne sent pas l'engagement de la CAN sur les réseaux sociaux, pourquoi? Alors, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Sois patient, Keita Gomez. Oui. Sois patient, ça va arriver comme un tsunami à partir de dimanche. Si. Sur les dernières Coupes d'Afrique des Nations, moi, ma première expérience, c'était en 2019. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, c'était
l'engouement qu'il y a autour de cette compétition est incroyable. Et ça fait partie d'ailleurs de l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure, où la Coupe d'Afrique des Nations, d'un point de vue médiatique, c'est le jour et la nuit qu'il y a quelques années. On en parle dans tous les médias. En France, par exemple, avant, tu pouvais voir les matchs sur les diffuseurs. Donc là, c'est Beansport qui diffuse. Mais désormais, nous, rien que le fait que nous, on y aille à chaque fois, tu as RMC Sport qui couvre cet événement, tu as Ouest France, un journal un journal national français qui couvre cet événement avec des articles quotidiens. C'était le cas en Côte d'Ivoire, je suis certain qu'ils vont faire la même chose. Et la CAF, il faut le reconnaître aussi, invite beaucoup d'influenceurs. Hein. C'était le cas en Côte d'Ivoire, dans les zones médias, en tribune de presse avec nous, il y avait énormément d'influenceurs du continent africain, donc ça sera encore le cas. L'engouement sur les réseaux sociaux, j'ai aucune inquiétude. En plus, ça se passe au Maroc. La connexion est bonne, 4G, 5G. Donc ça sera très facile de parler de cette compétition sur les réseaux sociaux. Mais surtout, suivez-la sur France 24. Très important. Non, mais un petit facteur d'explication, c'est peut-être cette libération tardive des joueurs. Là, les stars ne sont même pas encore en sélection. Ils jouent encore des matchs en Europe. Donc, à partir du moment où les joueurs vont arriver dans leurs équipes, on va avoir les petites vidéos promo. Tout le monde il n'y a pas eu de match amicaux de préparation, c'est vrai que c'est ça aussi. Ouais. Donc non, là, je pense qu'à partir de demain, après-demain, ça va monter sur les réseaux et dimanche, ça va être le feu. Bien sûr, et ça va monter sur nos réseaux aussi. Cédric, tu le disais, Romain également, évidemment qu'on va suivre ça avec attention. Un petit mot pour la fin peut-être, messieurs, parce que l'émission touche à sa fin. On va terminer ce direct. Qu'est-ce que vous attendez le plus de cette CAN là finalement ? Vous qui êtes des habitués. Du spectacle, des buts, une bonne ambiance dans les tribunes, la fraternité entre les supporters. Alors c'est souvent le cas en Afrique et j'espère qu'on aura encore des belles scènes de joie et d'amitié entre tous les supporters. L'ambiance, c'est un élément important. Hein. Il y a le spectacle sur le terrain, mais l'ambiance dans les tribunes aussi, c'est le cas. Les supporters marocains sont connus pour leur ferveur illimitée, impressionnante. Donc on espère que ça sera le cas et que l'organisation se passera bien et que ce soit une belle fête pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Cédric. Hein. Franchement, personnellement. Des choses assez basiques, mais qu'on souhaite tous finalement. Plus ça va, plus la Coupe d'Afrique devient ma compétition préférée. Là, avec ce qui se passe sur la Coupe du Monde, j'ai du mal à me passionner. 48 équipes, 3 pays en même temps. La Coupe d'Afrique, c'est une fête. C'est incroyable à regarder. On est au cœur de l'événement avec France 24. L'amoureux de la Coupe d'Afrique, plus que la Coupe du Monde. Plus que la Coupe du Monde, plus que l'Euro. Ok, plus que l'Euro. Et donc, tout ce que j'espère, c'est une compétition aussi folle qu'en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on veut beaucoup de suspense, ouais. Et en Côte d'Ivoire, c'était le cas. C'est plus intéressant quand il y a du suspense. Mais bien sûr, on espère qu'il y en aura. Et on espère des beaux derbys maghrébins, Maroc-Algérie, Maroc-Tunisie. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il faut pas... Il y a tous les pays maghrébins qui sont qualifiés, ça peut faire des beaux chocs et des énormes ambiances. Pour avoir déjà assisté à un match à Casablanca, Ligue des Champions africaine, ça m'a marqué à vie. Hein. C'était l'une des ambiances les plus impressionnantes que j'ai vues. Donc peut-être qu'on assistera à des scènes similaires. Mais ça s'annonce quand même comme une très belle CAN sur la lignée de celle en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'ambiance et la fête, j'ai nul doute qu'elles seront au rendez-vous. On y sera tous les trois, comme je le disais, mais aussi avec toute la rédaction de France 24 tous les jours. Donc sur notre antenne, il y a le JT de la CAN tous les soirs qui commencera à partir du début de cette compétition. Des articles en continu. Tous les articles en direct commentés sur France 24. Voilà, et des stories évidemment, des reportages sur les réseaux. Donc suivez tout ça avec nous, avec attention, on sera sur place pour vous le faire vivre avec nous, du 21 décembre au 18 janvier. Par ailleurs, je me permets aussi de vous demander si vous avez peut-être des traditions familiales, des petites choses que vous faites pendant la CAN. Est-ce que vous allez au Maroc pour suivre cette CAN? Est-ce que vous la regardez en famille? Peu importe, dites-nous sur les réseaux de France 24. On est là pour vous écouter, on est là pour témoigner de ça aussi, parce que la CAN, c'est une grande fête populaire et familiale également. C'est pas que du foot. Et en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce direct. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir reçus. Et Cédric Ferreira, avec plaisir. Et on se retrouve au Maroc. Et on se retrouve à Rabat, tous les trois. Au Maroc. Voilà. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur France 24. Et à la prochaine.